Ils s'ennuyaient dans la petite ville de Downtown. C'était l'été, il ne restait plus que 3. Tous les autres étaient partis en vacances. Alors, ils allaient se baigner dans l'embouchure de la rivière Tucson, juste là où commençait la mer. Mais Dave, le plus vieux et le plus raisonnable des 3, prenait soin de rester près de la mer et se gardait bien de remonter le cours d'eau. Ceux qui l'ont remonté ont raconté des histoires terribles, pas tant sur la rivière elle-même, sinon sur la forêt qui s'étend de part et d'autre. Old House Woods qu'on l'appelait. Mais ce jour-là, Dave s'ennuyait autant que les 2 autres, un certain Matt et un certain Robert. On a tellement traîné dans la mer, dit Dave, que j'ai la peau des doigts qui se décolle. Ouais, dit Matt, on se fait chier. Et encore, dit Robert, on a la mer. La mer, dit Dave. À part se baigner et voir passer les bateaux, y a rien à faire. Tu oublies les navires fantômes, ajouta Robert. Les navires fantômes. Les navires fantômes sont rien qu'une légende, pauvre pomme, dit Matt. Allez, venez, on se casse. Les jeunes ados se séchèrent et s'en allèrent, leurs chaussures à la main. Hé les gars, dit soudain Dave, pourquoi on n'irait pas dans les bois? Dans les bois? S'étonna Robert. Pourquoi faire? Bah, je sais pas, on pourrait construire une cabane ou poser des pièges à ours. Dave chercha dans son sac le piège à ours qu'il avait volé le matin même dans le hangar du grand-père. Les 2 autres regardèrent Dave, l'air étonné. Faire quelque chose, quoi, dit Dave. Sinon, on va finir comme grand-père, le cul sur son rocking chair, à regarder le vide depuis la véranda. Les 2 autres haussèrent les épaules et le groupe se mit en marche. Mais au bout d'une centaine de mètres, Robert, qui était le plus vantard, dit soudain. « Attends, on va pas trop loin, ok ?»« Pourquoi ?» demanda Matt. « T'as peur des bois ?»« Non, c'est pas ça, mais y a la vieille maison, tu sais, au milieu de la forêt. »« C'est une légende, » intervint Dave. « Personne ne sait où elle se trouve exactement. Et puis on restera près du cours d'eau, si ça te va. Comme ça, tu te pisseras pas dessus. » Matt se mit à rire, et Dave observa l'air blasé de Robert, le sourire aux lèvres. Robert mit alors une tape sur la tête de Matt et dit « C'est bon, on y va. Blaireau que vous êtes. » Matt continuait à ricaner dans son dos. Ils empruntèrent un chemin balisé. Les balises les rassuraient, tout comme le bruit de l'eau qui s'écoulait. Parfois, un vent frais agitait les arbres, s'engouffrait sous leurs habits et les faisait tressaillir. « Comme on se les pèle à l'ombre !» dit Matt. « Moi, je reste bien au bord. » Robert, lui, jetait des regards furtifs vers la forêt. On n'y voyait qu'à une dizaine de mètres. Au-delà, les lianes, les arbustes et les grands arbres recouvraient tout. Dave marqua soudain une pause. Le sentier s'arrêtait là, et un panneau en bois indiquait « Old House Woods » en lettres capitales rouges. « Super sentier de rando » dit Robert sur un ton ironique. « Bon allez, on revient sur nos pas. » Un craquement de branches les fit sursauter soudain. « Ouais, dit Robert un ton en dessous. Allons à la maison, on jouera aux cartes, ok ?» Les 2 autres ne dirent d'abord rien, puis voyant que les oiseaux chantaient toujours, que le soleil brillait de plus belle, et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, Dave dit « On continue encore un peu. » « Ouais, ajouta Matt, pour une fois qu'on fait un truc différent. » Robert se résigna à les suivre et dit au bout de quelques mètres. « Je suis d'accord, à la maison il y a que des cartes et des livres à lire, mais je la sens pas trop cette balade. » Les 2 autres ne répondirent rien. Chacun marchait en silence, à son rythme désormais. Dave était à 10 ou 12 mètres devant, tandis que Matt se retournait de temps à autre pour voir si Robert suivait, et aussi pour se moquer un peu de lui. Le chemin s'effaçait totalement et la progression devenait difficile. En quelques endroits, l'érosion de l'eau avait décroché des mottes de terre, faisant apparaître les racines des arbres. « Là, regardez !» dit Dave. « Un autre panneau !» Le panneau avait été planté au début d'un nouveau sentier balisé. « Tiens, tu vois !» dit Matt à l'égard de Robert. « Le voilà, ton sentier de rando !» Mais le panneau était moisi et on peinait à lire l'inscription. Tout au plus voyait-on distinctement une indication kilométrique. 16,6 km. « On fait quoi ?» dit Dave. « Le bord de la rivière est impraticable maintenant. Soit on va jusqu'à la prochaine étape, soit on retourne à la maison. Faut se décider. »« Mais vous savez même pas ce qu'il y a au bout de ces 16 km 6 ?» dit Robert. « Bah c'est justement pour ça que c'est intriguant, dit Matt. »« Ça doit être une étape, dit Dave. Un refuge, un village, ou un truc du genre. »« Et si c'était la maison ?» dit Robert. Matt et Dave levèrent les yeux au ciel. Dave ajouta
Encore cette histoire-là, Robert? C'est juste un sentier de rando. Regarde les balises, là, et encore là-bas. Faut que t'arrêtes de lire des histoires qui font peur, hein, ça te rend complètement parano. Ouais, dit Matt. Et tes légendes urbaines t'ont rendu parano, c'est ça, ouais. Et peureux aussi. Mais, dit Robert, vous aussi vous aimez bien ces histoires? Carrément, dit Dave. Mais ça reste des histoires, amigo. Bon, dit Matt, tu viens ou tu retournes à la maison? Robert regarda autour de lui, puis plus en avant. La forêt était humide et dense. Elle faisait peur. Je crois que je vais rentrer, dit Robert. Allez-y sans moi. Je vous attends à la baraque. Fit Matt. Tout ça pour une histoire à la con. Non mais les gars. Robert baissa les yeux au sol. Laisse-le, dit Dave. S'il a pas envie, mieux vaut qu'il vienne pas. Nous, on va inspecter un peu le sentier et on te rejoindra à la maison. Ok, Robert? Robert acquiesça de la tête et les regarda s'éloigner. Il revint ensuite sur ses pas, puis s'adonna à une introspection tout en longeant le cours d'eau. Pourquoi je flippe comme ça, se dit-il. C'est vraiment con le cerveau parfois. Et si ça se trouve, c'est vraiment la maison qu'il y a au bout. À cette pensée, il prit peur et s'arrêta. Il devrait pas y aller, pensa-t-il encore. Faut que je les dissuade. Il se retourna et courut pour les rejoindre. Il courut tant bien que mal, en sautant les houes et les fougères. Putain, j'ai tant marché, pensa-t-il. J'ai pas dû m'en rendre compte à force de réfléchir. Robert ne retrouvera jamais le panneau qui indiquait 16 km 6. Il longea la rivière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus avancer du tout. Un mur de végétation l'empêchait d'avancer davantage. « Et merde !» s'exclama-t-il. « Bon sang de merde !» Matt et Dave, eux, avaient rebroussé chemin au bout d'1 heure de marche. 16 kilomètres, c'était long. Il fallait revenir avant qu'il fasse nuit. Et ce qui devait arriver arriva. Ils n'atteignirent jamais le panneau avant la nuit. « Bon, » dit Dave d'un ton rassurant. « Heureusement, j'ai tout dans mon sac. » Matt avait le souffle lourd, son asthme le prenait au diaphragme. Il regarda Dave sortir une lampe torche et lui tendre sa ventoline. « Merci, » dit Matt avant de s'injecter une bonne dose de salbutamol dans les poumons. « Bon, » dit Dave en s'efforçant d'être rassurant. « En fait, on va continuer le chemin. On a déjà dû faire 12 ou 13 kilomètres, encore quelques kilomètres et on sera au bout. » Matt acquiesça, la ventoline en bouche. Ils marchèrent donc dans les dernières lueurs du jour, et la torche, heureusement, éclairait bien. Robert, lui, arriva sur la véranda. Le grand-père s'était endormi, la pipe en bouche. Mais il se réveilla en sursaut en entendant craquer le bois du plancher. « Hey, qui va là ?»« C'est moi, Robert. »« Ah, vous revenez de l'embouchure, les petits gars ?»« Je suis revenu tout seul. »« Tout seul ? Où sont tes frères ?» Robert eut un moment d'absence. « Robert, où sont tes frères ?» Ils sont partis dans la forêt. Moi, je voulais pas, alors je suis revenu avant. Et ils vont sûrement pas tarder à rentrer. Qu'est-ce que... La forêt ? Quelle forêt ? Old House Woods, dit Robert. Je leur ai dit de pas aller plus loin, mais... Le grand-père n'écoutait plus. Il se leva d'un bond et partit en direction de son pick-up. Robert vit la voiture démarrer en trombe et disparaître dans un nuage de fumée. Dans les bois, l'air était lourd. L'été l'était en général, mais sous la canopée, ça devenait insupportable. Le vent frais avait disparu, la nuit avait tout enseveli, et la torche n'éclairait qu'un mince sentier boueux, entouré par des lianes et des arbres enchevêtrés les uns sur les autres. Matt respirait fort, et il dut s'arrêter plusieurs fois pour se remettre un coup de ventoline. Ils firent une pause sur un rocher couvert de mousse qu'il y avait là. Dave donna de l'eau à son frère. Il aurait voulu le rassurer, mais ses mains tremblotaient à présent, et il tenait difficilement la torche. Au fond de lui, il savait qu'ils avaient fait une connerie, mais il était alors loin de se douter que le pire restait à venir. « Remettons-nous en marche, » dit Dave. « On ne devrait plus être très loin. » Matt se remit en marche malgré lui. L'air était lourd, certes, mais il était aussi chargé d'une substance soporifique. Comment expliquer sinon cette soudaine envie de dormir ? La fatigue ? Oui, certes, mais ils avaient tellement envie de dormir. Le chemin leur paraissait sinueux. Ils suivaient pourtant un axe rectiligne. Dave se retournait de temps à autre pour voir si son frère suivait bien.
Il lui tendit un mouchoir en toile et lui dit « Tiens, mets ça sur ta bouche et ton nez. » Matt s'exécuta. Ils marchèrent ainsi dans un état de sommeil éveillé et arrivèrent au kilomètre 16,6. Ils le surent tout de suite et sentirent leur poitrine se soulever à la vue d'une maisonnette bien bâtie et éclairée. Leur fatigue s'était comme dissipée soudain. Ils s'approchèrent et regardèrent par l'une des fenêtres. Elle était d'une propreté extraordinaire. Une propreté qui contrastait beaucoup avec les bois sales et désordonnés des environs. À l'intérieur, une lampe à huile projetait ses rayons dans une petite pièce simplement meublée. Des ustensiles de cuisine et des couteaux avaient été suspendus aux poutres apparentes. « Vas-y, dit Dave, toque à la porte. »« Pourquoi moi ?» dit Matt. « Parce que tu parles bien et qu'il faut convaincre ce type de nous héberger. »« Mais qu'est-ce qui te dit que... et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un type ? » ?»« Mais on s'en fout. Vas-y, frappe à la porte. » Matt s'avança jusqu'à la porte en marmonnant des choses incompréhensibles, sûrement des petites insultes à l'égard de son frère. Sur le pas de la porte, il hésita, puis toqua 3 coups secs. Aucune réponse. « Refrappe !» ordonna son frère. « Il a peut-être pas entendu. » Les yeux de Matt se plissèrent, faisant remonter ses pommettes. Il frappa à nouveau. Toujours pas de réponse. Matt tourna la poignée et la lourde porte de bois s'ouvrit presque d'elle-même, lentement, tout en grinçant sur ses gonds. Les deux passèrent la tête dans l'embrasure. Ils firent ensuite un pas timide en avant, tout en regardant ça et là. Ils découvrirent qu'à l'intérieur, tout était très propre. Trop propre. Pas une pelote de poussière sous les meubles, pas de traces de sueur. On avait encadré des dessins au mur, principalement des portraits d'enfants. Ils étaient dessinés au fusain et avaient tous en commun cet air sinistre. Dave et Matt firent un tour de la maison en silence. Dans la chambre du fond, une peau d'ours avait été déposée au sol en guise de tapis. Ça sentait l'encens, mais cette odeur en couvrait une autre, plus désagréable. Matt huma l'air, grimaça, puis regarda son frère. Dave huma l'air à son tour et chercha d'où provenait cette odeur de fond. Ils ne trouvèrent rien, mais cette odeur si dérangeante les incita à dormir dans le sofa du salon. Ils se servirent dans le frigo, burent à eux deux une Budweiser et s'endormirent sans trop de peine. Le pendule berça leur sommeil, jusqu'à ce qu'un bruit les fasse sursauter quelques minutes après qu'ils se soient endormis. Ils se dressèrent sur leur séant et attendirent le cœur haletant. Ils craignaient le retour du propriétaire. Le bruit provenait de la chambre. Dave se leva et avança la torche à la main. Il tremblotait. Le bruit cessa, puis reprit sous la forme d'un miaulement. « Un chat !» dit Matt. « Ça vient du plancher !» dit Dave tout en se mettant accroupi. Matt souleva la lourde peau d'ours et ils virent une trappe. Ils se regardèrent, puis Matt dit « Vas-y, ouvre ! J'ai ouvert la porte d'entrée, mais c'est à ton tour maintenant. » Dave ne chercha pas à tergiverser. Il hésita un peu, puis ouvrit la trappe. Un chat noir en sortit et disparut dans l'obscurité. Matt mit sa main à la bouche et Dave recula sous l'effet de l'odeur nauséabonde qui échappait de la trappe. La tête enfouie dans leur t-shirt, ils descendirent l'échelle et arrivèrent dans une cave humide. Là, en bas, un cadavre d'enfant était étendu sur un gros bloc de marbre. Il était dans un état de décomposition à peine avancé, mais suffisant pour rendre l'air irrespirable, d'où l'encens. « Il faut partir !» dit Dave sans quitter le cadavre des yeux. Matt fit quelques pas en arrière et buta sur une caisse. À l'intérieur se trouvaient une carte et une boussole. « Partons !» dit Dave avant de prendre les devants. Dehors, il faisait nuit noire. Le grand-père avait garé son pick-up à la lisière de la forêt. Muni d'une grosse lampe torche, il avait ensuite pris le chemin qui longeait le fleuve, mais la végétation l'avait arrêté au bout de 2 ou 3 kilomètres. Le sentier balisé s'arrêtait net, devant un mur de lierre et de lianes impénétrables. « Il y avait un panneau à cet endroit !» dit soudain Robert. Le vieillard sursauta et mit la main sur son cœur. « Robert, tu vas me donner une attaque ! Je t'ai dit de rester à la maison. Comment t'es venu ici ?»« J'ai pris ta moto. »« Hein ? Ma moto ? Ouais, allez, laisse tomber. Un panneau qu'il y avait là, tu dis ? Oui, il marquait 16 km/6 dans cette direction. » Robert pointa le mur du doigt.
grand-père regardant en l'air jusqu'à la cime des arbres. « Tu es sûr, Robert? Qu'est-ce que... Ma tronçonneuse? Tu as pris ma tronçonneuse? Et ma moto ?» Robert avait effectivement pris la petite tronçonneuse du hangar. Il l'a mis en marche sous les yeux ébahis du vieux et commença à attaquer le mur de végétation. Il leur fallut 1 heure pour se frayer un passage. Le mur n'avait rien de naturel, il était l'œuvre de l'homme. Une sorte de rideau naturel qui se levait et se baissait de l'autre côté à l'aide d'une poulie. Une fois le mur franchi, ils partirent à la recherche de Matt et Dave. Les 2 frères s'étaient perdus, à nouveau. Ils avaient marché des heures, et l'aube se levait. Matt s'était arrêté au croisement d'un chemin. « Qu'est-ce que tu fous, Matt ?» dit Dave. « Grouille, faut qu'on sorte du bois, y en a marre. » Mais Matt avait une toute autre idée en tête. Et de toute manière, ils ne retrouvaient pas leur chemin. Alors Matt sortit de sa poche la carte et la boussole trouvée dans la cave. Et à contre-cœur, Dave renonça à sortir du bois et suivit Matt. Ils prirent un chemin qui devait les mener au point qui figurait sur la carte, et ils espéraient que ce point-là serait salvateur. Et après 1 heure de marche, 1 heure de plus, Matt stoppa son frère par le col. « Attention !» dit Matt. « La carte dit qu'il y a un danger par ici. » Et la carte figurait en effet une tête de mort. Les 2 frères scrutèrent alors la forêt à la recherche d'un piège ou d'une menace. Un fil à peine visible avait été tendu entre 2 troncs, en travers du chemin. Les 2 ados l'enjambèrent lentement et poursuivirent ainsi leur route. Des pièges de toutes sortes avaient été disposés sur le sentier. Sans la carte, il était impossible de survivre en ces lieux. Et il est assez étonnant de constater l'insouciance avec laquelle Matt et Dave s'aventurèrent dans ces lieux sinistres. Peut-être à cause de leur âge et de la carte qui permettait leur progression sans danger. Mais la suite, mes amis, relève du massacre. Robert et le grand-père moururent les premiers. Ils retrouvèrent bien les traces de Matt et Dave, mais ils touchèrent le fil invisible. Et ce fil invisible ouvrait le sol en 2. Ils tombèrent d'un coup et s'empalèrent sur des rondins disposés à la verticale. Robert exhala un dernier souffle, tandis qu'il observait impuissant son grand-père à ses côtés. Il aurait voulu s'excuser. Leurs morts furent relativement rapides. Puis ce fut au tour de Matt. Il était devant la fosse qui correspondait au point rouge sur la carte. « Regarde, Dave !» s'exclama-t-il. « C'est une... » Dave écarquilla les yeux en voyant une flèche surgir de derrière le crâne de son frère. Matt s'effondra dans la fosse devant lui. Dave manqua de tourner de l'œil, puis pris de panique, il partit en courant. Le jeune Dave slaloma à travers les grands arbres. Il courut sans se retourner, espérant trouver la rivière ou sortir de cet enfer. Il ne pensait pas à son frère assassiné. Toutes ses pensées étaient dirigées vers la sortie, vers la survie. Mais voyant qu'il tournait en rond et que ses forces l'abandonnaient, il se réfugia dans un conifère et attendit son heure. Son heure qui arriva 20 minutes plus tard. L'assassin, le chasseur d'hommes, portait un capuchon noir. Dave ferma les yeux. Il attendit stoïquement les flèches qui viendraient le déloger de son perchoir. La police ne retrouva jamais leur corps, jusqu'à l'été 1993, une année de grande sécheresse. La forêt fut ravagée par un incendie si fort que 70% des bois furent réduits en cendres. Les pompiers trouvèrent des pièges encore intacts, parfois à leurs dépens. L'un des pompiers faillit mourir d'ailleurs. Tout cela attira l'attention de la police, et de proche en proche, on découvrit tout un réseau de tombes, au total 59 fosses, certaines contenant des squelettes vieux de 2 décennies. Le serial killer ne fut jamais retrouvé. Certains disent qu'il sévit dans un bois du Dakota. Toujours est-il que 59 cas de disparition furent enfin résolus, dont celui de Dave McDowey, de ses 2 frères Matt et Robert, et du grand-père qui partit à leur recherche.
Il était une fois un lycan qui faisait son possible pour ne manger personne. Monsieur Durkovitch avait découvert sa maladie, la lycanthropie, peu après une fête de Noël. Il était attablé avec sa sœur et sa mère quand il ressentit cette douleur au bas-ventre. Il pensa d'abord qu'il était tombé sur une huître pas fraîche, mais la douleur se répandit dans tout le corps sous la forme de brûlures. Et voyant des poils longs et rugueux sortir de ses mains, il eut peur et prit la fuite. Sa sœur Nina et sa mère étaient restées stupéfaites par la transformation. Elles regardaient maintenant la porte d'entrée grande ouverte, les flocons de neige entrés par bourrasque et le sentier de neige maculé des pas de M. Durkovitch. Ce dernier ne se souvint de rien. La police, prévenue par ses proches, le retrouva nu, sur le bord d'une route. Il grelottait, les pores de sa peau étaient en sang, et ses ongles anormalement longs. « Sergent, dit l'officier au volant, je crois que c'est notre homme. » Le sergent-chef, Basil Ivanov, regarda à travers le pare-brise embué et vit la silhouette de l'homme sinistre. « J'en ai vu des choses fort étranges, officier, dit le sergent. Mais c'est la première fois que je croise un nudiste solitaire en Sibérie. » La voiture ralentit pour s'arrêter au niveau de l'homme, la fenêtre ouverte. « Monsieur Durkovitch ?» demanda le sergent. L'homme avait l'échine courbée, il se grattait l'épaule sans discontinuer. Il releva la tête et les deux policiers reculèrent légèrement le buste en voyant l'œil jaune et ensanglanté du marcheur solitaire. Le sergent regarda la photo du disparu qu'il avait sur ses genoux et on conclut qu'il s'agissait bien de M. Durkovitch. 2 jours plus tard, M. Durkovitch était chez lui. On l'avait douché, revêtu, interrogé puis relâché. Son cas était bien étrange, mais il rejoignait la longue liste des mystères inexpliqués qui peuplent la Sibérie. « Sergent, avait dit l'officier, avouez que cette histoire concurrence celle de l'Ukrainien. » Le sergent avait avoué que oui. L'officier faisait allusion à un Ukrainien déboussolé qui disait venir du passé. L'homme avait été retrouvé à la Grande Gare, muni d'un passeport de l'URSS, vêtu comme dans les années 50, et du jour au lendemain, il avait disparu aussi étrangement qu'il était apparu, et le sergent avait été obligé de classer l'affaire. Monsieur Durkovitch vivait simplement. Il était fonctionnaire, végétarien, du moins le croyait-il, et un lecteur invétéré de livres d'horreur. Sa bibliothèque comptait toute l'œuvre de Lovecraft, celle de Poe et de Stephen King. Il lui arrivait même d'écrire des nouvelles, mais rien de ce qu'il avait lu ou écrit au cours de sa vie ne l'avait vraiment terrorisé. Pas autant que la transformation qu'il avait saisie un soir de Noël. Sa sœur toqua à la porte. M. Durkovitch n'osait plus la regarder. « Si tu veux qu'on parle, dit-elle, je serai en ville tout l'après-midi. Rejoins-moi et nous irons chez Pavlov. » Il détourna légèrement la tête puis s'en alla. C'était la dernière fois qu'il la vit. « Code 657 » lança l'officier. Des policiers mirent précipitamment casquettes et manteaux et 2 voitures de police démarrèrent en trombe. Une femme avait été retrouvée morte dans une allée. Le sergent était sur place, il fit reculer la foule pour laisser travailler le médecin légiste. « La mort par étranglement » déclara le médecin. « Des marques de contusion au poignet et au bas-ventre. » Le sergent observait le cadavre la mine grave. Ses habits avaient été déchirés en divers endroits. Le médecin prit le portefeuille dans la neige et à l'intérieur, il y avait une carte d'identité sur laquelle était écrit Nina Durkovitch. Un officier regarda le document et adressa un regard interrogateur au sergent. Le sergent et son homme de confiance se rendirent chez les Durkovitch. La mère regardait la télé dans le salon tandis que le fils lisait à l'étage. « Ivan !» cria la mère en entendant toquer à la porte. « Ivan, tu ouvres !» Ivan Durkovitch descendit les marches de l'escalier avec nonchalance, ouvrit la porte vitrée et s'étonna de voir 2 policiers. Le sergent annonça tout de go le décès de sa sœur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda la mère assise dans son fauteuil. « Ce n'est rien, maman. »« Tu mens, Ivan. Je le sais quand tu mens. Tu as ce roulement dans la voix quand tu mens. Qui c'est ?» Durkovitch ne répondit pas à sa mère. Il regardait les policiers. Ses yeux étaient anormalement jaunes, ce qui gênait le sergent-chef et à peu près toutes les personnes qui croisaient son regard. Les policiers lui demandèrent s'il avait un alibi solide. Durkovitch s'insurgea. « Vous me croyez coupable ?» dit-il. « Je ne peux écarter cette piste, » répondit calmement le sergent. « Il serait plus judicieux de... » Le sergent s'arrêta net en voyant la mère Durkovitch apparaître dans l'entrée. Elle peinait à marcher.
Son dos courbé ne l'empêchait de regarder les gens en face. « Qui êtes-vous » dit-elle. « Et que voulez-vous » ?»« Basil Ivanov, madame. Je suis sergent-chef et voici mon coéquipier. Je suis porteur d'une terrible nouvelle. » La mère avait pris naturellement le bras de son fils. La police lui annonça le décès de sa fille. Djurkovic fut d'abord hors de toute suspicion. La mère eut tout juste assez de courage pour assurer que son fils était à l'étage tout l'après-midi. Elle mourut le lendemain. Le chagrin l'avait emporté. À l'enterrement, il n'y avait pas grand monde. Un oncle de Saint-Pétersbourg qui ne disait mot, une cousine germaine qui vivait seule avec son fils au bord de l'Oural et un ancien camarade de cour à Nina, la sœur défunte. Le sergent observait l'enterrement de loin. Il trouvait Djurkovic anormalement calme. Son visage impassible ne laissait transparaître aucune tristesse. Djurkovic était triste pourtant. Il tenta de faire son deuil. Sa sœur lui avait offert un bracelet électronique, jadis, pour mesurer l'effort fourni en journée. Elle lui avait toujours dit qu'il ne faisait pas assez de sport. En sa mémoire, Djurkovic l'utilisa, et ce bracelet électronique signala des pics d'activité au milieu de la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. Dans la région, les faits divers se multiplièrent. Troupeaux décimés, disparition d'une fillette, un chasseur retrouvé mort au milieu de la forêt, le torse séparé des jambes. Le sergent Ivanov porta de nouveau sa suspicion sur Djurkovic. Il le fit surveiller, mais le liquant tua les 2 policiers qui le prenaient en filature. Djurkovic ne se rappelait de rien de ces virées nocturnes. Il se rappelait simplement des poils qui lui poussaient sur ses mains et de ses mains qui s'allongeaient anormalement. Après quoi, il sombrait dans l'amnésie la plus totale. « Et si j'étais responsable de ces atrocités ?» se demanda-t-il un soir, le bracelet entre les mains. Il déménagea dans la maison de campagne, non loin de Nordvik, en plein milieu de la taïga. Le sergent Ivanov, lui, était débordé. Les cas de meurtre et de disparition se multipliaient à une vitesse grand V. On retrouva les policiers chargés de filer Djurkovic, décapité et éventré à la verticale. « Monsieur le maire, » dit Ivanov, le combiné à l'oreille. « Oui, monsieur le maire, je comprends. »« Bien sûr, monsieur. » Entendu. Il raccrocha et observa un silence solennel devant ses équipes qui attendaient. « On a l'autorisation d'arrêter Djurkovic, dit-il. Le maire avait besoin d'un bouc émissaire pour calmer la population terrorisée et endeuillée. Jamais la ville n'avait connu une série de crimes aussi morbides. Djurkovic était un suspect idéal. La maison était construite au milieu de la forêt boréale. Elle n'était pas très grande. Les policiers avaient cerné les lieux et resserré leur étau. M. Djurkovic somnolait près de la cheminée. Et l'un des officiers marcha sur une branche morte. Elle craqua sous son poids, et la ligne des policiers s'arrêta net. Le bruit monta dans l'air embrumé, traversa les lourdes planches de bois de la vieille bâtisse, et le craquement arriva au creux des oreilles velues de M. Djurkovic. Il ouvrit ses grands yeux jaunes, et ses pupilles ovales rétrécissèrent pour former une ligne mince. Il huma l'air de ses grands naseaux. Il pouvait sentir le bois et la mousse humide à travers les murs, l'eau de Cologne du capitaine et une très légère odeur de pisse qui venait de l'un des policiers. C'était le plus jeune. M. Djurkovic pouvait sentir sa peur. M. Djurkovic alla, sans plus de cérémonie, au devant de son incarcération. Il ouvrit grand la porte d'entrée et resta planté là. Le clic des armes ne l'impressionna guère. En revanche, les policiers qui le prenaient en joue n'osaient avancer. Finalement, le commandant prit la parole. « Monsieur Djurkovic, avancez lentement les bras en l'air. » Mais Monsieur Djurkovic était un peu ensuqué. Il gratta le bas de son ventre avec ses ongles longs. « Mettez les mains sur la tête, » dit le commandant en chef. « Allez vous faire foutre, » déclara tout de go Monsieur Djurkovic. Le commandant détourna la tête vers le premier officier, puis ils avancèrent en ligne. Le plus jeune tenait mal son fusil d'assaut. Il tremblotait. La ligne des policiers s'arrêta à 2 ou 3 mètres de l'accusé. « Dernière chance, » dit le commandant. « Mettez les mains sur la tête maintenant. » Djurkovic se mit à sourire, et de sa bouche anormalement grande et anormalement ouverte, on vit surgir des crocs indescriptibles. Le plus jeune sentit son pouce s'emballer tout à fait et appuya sur la gâchette,
Une balle fusa sur Durkovic et le transperça à l'épaule. Oh, il ne ressentait pas grand-chose. Il regardait surpris le trou fumant que lui avait fait le jeune homme. Les autres policiers étaient sous l'effet de la surprise. Ils regardèrent tous le jeune Russe les yeux grands ouverts. La douleur qu'aurait dû ressentir M. Durkovic fut remplacée par un accès de rage. Sa mâchoire se contracta. Il se jeta sur l'adolescent qui lui avait tiré dessus. Les autres policiers tentèrent de s'interposer. Le premier officier parvint même à menotter M. Durkovic. Mais le jeune Russe hurla soudain de douleur. On tenta de relever Durkovic, mais ses crocs étaient fermement plantés dans le bras du jeune homme. Le commandant vit comment les mâchoires de Durkovic grossissaient à vue d'œil, et il crut entendre les os du bras craquer sous l'effet des canines. Il mit un grand coup de crosse sur la tête de Durkovic. Pour libérer le bras du jeune homme, les policiers durent ouvrir la gueule à l'aide d'un pied de biche. On mit Durkovic à l'arrière du fourgon blindé, et on emmena d'urgence le jeune homme à l'hôpital. Malheureusement pour lui, son avant-bras fut irrécupérable. Le radius était éclaté en plusieurs centaines de morceaux. Il fallait opérer vite pour éviter la gangrène. Durkovic regardait la caméra de vidéosurveillance de sa cellule. Les images qu'elle fournissait ne laissaient aucun doute. Ivan Durkovic se transformait chaque nuit en lycan. Mais ce qui aurait dû rester dans l'enceinte de la police nationale parvint aux oreilles du monde. Le maire ne pouvait se contenter d'une simple affaire de meurtre. Il voulait en faire un cas mondial. Il révéla l'info à la presse qui se chargea de répandre l'histoire du loup-garou de Sibérie. Des chercheurs du monde entier réclamèrent bien vite le monstre pour leurs études. Le maire, dont la corruption était avérée, reçut beaucoup d'argent en échange du lycan. Il avait donné à la ville un coupable et il avait fait au passage une juteuse opération. L'homme loup fut finalement remis à un laboratoire bavarois réputé. On fit table rase de l'affaire, pas de tribunal, aucun jugement, affaire classée. Le sergent Ivanov en voulait au maire, qui n'en était pas son premier coup d'essai. Et le sergent se rendit compte que l'activité meurtrière des faubourgs ne baissa pas pour autant. On découvrit même l'existence d'un jeune gang de malfrats, une centaine d'hommes qui écumaient la ville. Le gang était mené par 2 frères, 2 Biélorusses. Le directeur du laboratoire, M. Maxwell, examinait les photos. On pouvait y voir les yeux écarquillés de Durkovic, tandis qu'il broyait l'avant-bras d'un officier. Le directeur avait l'habitude du mystère. Il y consacrait sa vie. Il connaissait la lycanthropie clinique, cette maladie psychiatrique, dans laquelle le patient se croit transformé en loup. Il avait même soigné quelques patients atteints de cette maladie. Mais il sentait bien que cette fois, dans ses geôles, il avait un spécimen tout à fait particulier, et il pressentait qu'il resterait à la postérité comme le découvreur d'une nouvelle espèce de super-prédateur. On retrouve le lycan dans bien des folklores. En Allemagne, le cas Peter Stump, connu comme le loup-garou de Bedburg, est une des plus anciennes histoires de lycan jamais relatées. Monsieur Maxwell la connaissait depuis son plus jeune âge. Il avait pour le sujet une véritable passion. Pour la petite histoire, Peter Stump, né en 1525, était un fermier allemand. On le prit sur le vif alors qu'il essayait de mordre une fillette au cou. La fillette portait heureusement un cache-nez en métal. Peter Stump se serait abîmé les dents et aurait pris la fuite dans la forêt. Les villageois l'auraient alors pourchassé et capturé alors qu'il avait encore sa forme animale. Il avoua sous la torture avoir bu le sang de cheptel pour se nourrir. Il ajouta avoir tué et mangé 2 femmes enceintes et 13 enfants, dont son propre fils. Tandis qu'on l'écartelait et qu'on le soumettait à la question, il avoua aussi avoir pratiqué la magie noire depuis son plus jeune âge, que le diable lui-même avait donné une ceinture de métamorphose, et que cette ceinture lui avait donné alors l'apparence, je cite, d'un loup avide, fort de voracité et puissant, avec les yeux grands et larges qui miroitaient comme le feu dans la nuit, une bouche grande et large, avec des dents pointues, un corps énorme et les pattes puissantes. Mais le docteur Maxwell était scientifique, méthodique, sceptique de nature. Il savait qu'on avouait les choses les plus fantasques sous la torture. Impossible de dire donc si Peter Stump avait vraiment commis ces crimes atroces, tout comme il était impossible d'affirmer l'existence des loups-garous. Jusqu'à ce jour du moins. La porte en acier s'ouvrit et le professeur Maxwell s'avança suivi par 2 de ses gardes. Durkovic s'était recroquevillé dans le coin, il avait la tête dans les genoux. « Monsieur Durkovic, vous excuserez nos manières, dit le professeur,
Mais après l'incident de Nordvik, nous ne pouvions faire autrement. Le prisonnier ne daigna lever la tête. Je vous ai apporté de quoi boire et manger, des pommes au four et du vin rouge, cultivés ici même, avec les vignes du laboratoire. Djurkovic ne bougeait toujours pas. Le sédatif faisait encore effet. Vous êtes un homme exceptionnel, monsieur Djurkovic, mais nous ignorons encore tout de votre espèce. J'aimerais gagner votre confiance, vous aider à comprendre la bête qui sommeille en vous, à la dominer, et pourquoi pas à la guérir ce mal qui vous gagne. Allez savoir. J'aimerais en tout cas vous traiter comme un homme, et non comme un vulgaire cobaye. J'espère que vous le comprendrez. Et sur ces bonnes paroles, le chercheur et ses équipes sortirent sans quitter Djurkovic des yeux. Vous excuserez mon accent allemand tout à fait raté et un accent russe que je ne sais pas faire non plus. Le lycan subit des expériences qui empirèrent son cas. On essaya sur lui des vaccins, on préleva sa salive, son sang, ses poils et des bouts de peau. On l'observa au scanner, au microscope, et dans des conditions thermiques différentes, par moins 40 et plus 60 degrés. Sa résistance aux conditions extrêmes était surhumaine. Son ADN était un véritable mystère. On trouva certes des gènes humains et des gènes de loup, mais 5% de ces gènes ne pouvaient être attachés à aucune espèce existante. Au début, le professeur se contenta de quelques prélèvements et quelques expériences élémentaires. Mais il en vint à essayer sur l'homme-loup les mélanges chimiques les plus extravagants. On testa sa résistance au feu, à l'acide et à divers poisons. Non seulement le loup-garou se remettait de ses blessures à chaque fois, mais il devenait plus fort après chaque expérience. Le professeur et ses équipes, d'abord intrigués, devinrent totalement euphoriques. Leur cobaye semblait tout endurer. Un soir, l'un des médecins apporta au professeur Maxwell un livre de magie noire. Le livre était volumineux, enveloppé dans une couverture en cuir. « Qu'est-ce que vous m'apportez là, Julian ?»« Un livre mystique, professeur. L'auteur liste 3 façons de tuer un lycan. J'ai pensé que nous pourrions expérimenter ces méthodes. » Le professeur afficha une mine grave. Il avait soumis le lycan à des poisons qui auraient tué un homme ordinaire. Mais paradoxalement, le professeur craignait que ces remèdes et incantations magiques tuent son précieux cobaye. « Et à quoi me servirait-ce un lycan mort, Julian ?» demanda-t-il. « Professeur, je ne comprends pas. Vous disiez vouloir tester ses limites. »« C'est bien ça, Julian. Mais nous nous cantonnerons au domaine physique. La magie noire n'est pas notre affaire. Du moins pas encore. » C'est là l'erreur du professeur Maxwell. Il rangea le livre dans sa bibliothèque et ne lut jamais son contenu. Les transformations du lycan étaient toujours plus durables et plus terrifiantes. Il présentait des dents plus longues et plus robustes, ses bras étaient plus forts et ses sens plus affûtés. Et chose remarquable, Djurkovic maîtrisait davantage ses transformations. 1 mois de plus s'écoula sans incident, puis un jour, vers midi, Djurkovic provoqua sa propre transformation. En plein jour, alors que les infirmiers en armes lui apportaient à manger, il les éventra d'un simple coup de griffe et s'enfuit. 2 mois plus tard, le 25 décembre 2017, fut un jour mémorable dans la ville de Novosibirsk. 100 corps furent retrouvés alignés devant le commissariat de police à l'aube. 100 corps. Chaque corps était étendu sur le dos et la tête décapitée reposait entre les mains du défunt. Le sergent Ivanov travaillait ce jour-là. Il fut le premier sur les lieux. Il dut s'asseoir pour encaisser l'écœurement qui le gagna. Il vomit sur le bas-côté, inspira profondément et marcha le long du trottoir. Il s'arrêta devant chaque corps et ne tarda pas à identifier le gang des Biélorusses. Sa satisfaction fut soudain remplacée par un frisson. Il se figea et se retourna précipitamment. De l'autre côté de la rue, un homme fumait la pipe. On ne voyait pas bien son visage, mais on devinait un homme barbu, grand et fort. Les flocons de neige recouvraient son grand manteau noir. L'homme ôta son chapeau pour saluer le sergent, et l'on vit 2 grands yeux jaunes. L'homme remit son chapeau, et le sergent Ivanov le regarda disparaître dans le brouillard et la neige. Parmi les hommes décapités et étendus à même le trottoir, se trouvait l'assassin de Nina Djurkovic. Joyeux Noël. Just going back.
Le vieux Doumerc avait disparu dans des conditions obscures. Avant, on le voyait déjeuner toutes les semaines au bar de la Grand Place, et on pouvait le croiser au marché. Mais il a commencé à vivre reclus, puis vint un moment où on ne le vit plus du tout. On s'en est d'abord pas inquiété, puis on s'est dit qu'il était peut-être mort chez lui. Après tout, Doumerc avait dépassé les 80 ans, et il n'avait pas eu une vie facile. Après avoir passé autant de temps dans les champs, à labourer la terre et à s'esquinter le dos et la santé, c'était même étonnant de le voir encore debout et pas impotent. Mais du jour au lendemain, un homme d'aspect répugnant avait élu domicile chez Doumerc. Ça nous a tous surpris. Puis on s'est dit que Doumerc avait vendu la maison et qu'il était parti ailleurs sans rien dire à personne. C'était plausible, vu que le vieux Doumerc n'avait aucun proche dans le village et qu'il pouvait être d'une humeur exécrable et lunatique. On n'aurait sûrement pas cherché d'explication si le nouveau locataire n'avait pas inspiré chez nous autres une telle répugnance. La première fois qu'on l'a vu en public, cet homme répugnant, c'était au bar de la Grand Place. Il est entré sans rien dire, pas même bonjour. Il s'est assis à une table et on l'a tous regardé. Il dégageait une odeur de renfermé. Sa panse ronde débordait sur ses hanches en d'immondes bourrelets. Son marcel jauni présentait des taches et des trous en divers endroits. Le barman s'est levé pour lui dire de partir, mais il s'est arrêté en chemin, écœuré par l'homme. L'inconnu a détourné son regard de la carte et relevé la tête. Ses yeux partaient chacun d'un côté. De sa bouche putride sortirent 2 mots à peine articulés. « Une bière. » Une bière. Le barman est reparti préparer la chope. Puis mon voisin de table a rompu le silence pesant. « Et vous venez d'où ?» qu'il a dit. Mais l'homme répugnant n'a rien répondu. Il plongeait, tenez-vous bien, son doigt dodu et crasseux dans son nez en forme de fraise. Il en ressortait des crottes grosses comme des larves, suscitant l'écœurement général. Tous détournèrent le regard, sauf moi, qui le vis étaler ses larves nasales le long de son Bermuda pouilleux. Je fus pris d'écœurement d'abord, puis d'une soudaine envie de frapper cet homme, de l'expulser du village, de l'envoyer sous terre, loin des hommes, loin de nos familles. À ce stade, je ne savais pas encore qu'il provenait justement des profondeurs de la terre. Le serveur est revenu avec une bière bien fraîche. Normalement, il servait un petit quelque chose en accompagnement, des olives ou du pain toasté. Il a posé la bière et il est retourné derrière son comptoir tout aussi indisposé que nous autres. L'inconnu a rien dit, pas même merci, et il a descendu sa bière d'une seule traite. Après quoi, il a déposé une pièce sur la table et il est sorti. On n'avait plus envie de parler, nous autres. On a continué à boire en silence, plein de dégoût. Le serveur a fini par débarrasser la table de l'homme répugnant, avec des gants de cuisine. Il était hors de question de toucher l'endroit où il avait posé ses mains dodues, sales, et sans doute venues d'un autre monde. Le serveur a regardé la pièce que l'inconnu avait laissée et il a dit « Oh, sa pièce n'est pas d'ici !» Je me levai et constatai à mon tour que la monnaie ne ressemblait à rien de connu. 2 jours plus tard, il y eut le marché aux fruits et légumes. C'était toujours un moment de fête et de grande allégresse. On avait presque oublié cette étrange rencontre. On avait tous envie de continuer à vivre comme si cet homme n'avait jamais existé. Mais l'homme réapparut aux toutes dernières lueurs du jour.
Il se servait dans les cagettes des fruits invendus. Il remplissait des sacs plastiques de pêche farineuse et abîmés, parfois rongés par les insectes. Les marchands laissaient faire tout en contenant leur colère et leur répugnance. Qui était cet homme? D'où venait-il? Comment était-il parvenu chez nous? Était-ce seulement un homme? Au village, dans les bars et les foyers, on a commencé à parler que de ça, de l'homme répugnant. Tous avaient eu affaire à lui d'une manière ou d'une autre, chacun voulait le voir partir. Les mères défendaient aux enfants d'approcher sa maison, certains pères de famille évoquaient déjà l'expulsion. Le maire, quant à lui, se contentait d'écouter, tout habitué qu'il était à ne pas bouger le petit doigt. Et moi, je restais stoïque, même si j'avais déjà un plan en tête. Avec mes camarades, on a commencé à observer ses allées et venues. Des journées entières s'écoulaient sans qu'on le voie sortir de chez lui. Un jour, enfin, on l'a vu sortir, et on a profité de son absence pour s'introduire dans la maison délabrée. J'ai forcé l'entrée. Des effluves de moisissure et d'humidité nous arrêtèrent dans notre élan. Nous étions sur le pas de la porte, chamboulés par l'odeur putride qui irritait nos narines, mais j'ai mis mon nez dans mon t-shirt et j'ai franchi le seuil, suivi de près par les autres. Dans le faisceau lumineux de nos torches, la poussière se mêlait à la crasse. J'ai aperçu des blattes sur les tables et les commodes. Aucune lumière naturelle ne se glissait entre les planches qui condamnaient les fenêtres. Aucun homme n'aurait pu vivre dans un tel lieu parmi l'obscurité et la vermine. Allez voir les autres pièces, que j'ai dit aux autres. Pour ma part, je suis descendu au sous-sol. L'escalier qui y menait semblait interminable et j'ai manqué de tomber par 2 fois. Arrivé au fond, tout en bas, je n'ai rien vu qu'un ramassis de vieux meubles et d'antiquités sans grande valeur. J'ai déplacé ma lampe d'un coin à l'autre de la cave et à chaque fois la lumière butait sur un mur ou un objet, sauf en un point où elle semblait se perdre à l'infini. Je me suis avancé vers ce point et après avoir déplacé plusieurs chaises empilées, j'ai compris qu'il y avait là un tunnel. C'est là que j'ai entendu du mouvement à l'étage. Psst, le gars revient, cache-toi. J'ai éteint ma lampe et je suis resté là, à prêter l'oreille. J'ai attendu peut-être 2 ou 3 minutes, puis j'ai entendu les planches du parquet craquer. Puis plus rien. Jusqu'à ce qu'un cri glauque me sorte de ma léthargie, suivi de près par le bruit d'un corps à corps. J'allais monter à l'étage quand quelqu'un dégringola dans l'escalier. J'ai rallumé ma lampe en vitesse et j'ai vu l'homme répugnant, inerte, étalé sur les dernières marches de tout son long. Il était mort. En haut des marches se trouvaient les 3 assassins, mes amis. On est restés plantés là, comme des cons, pendant un moment. « Faut qu'on se débarrasse du corps », a dit l'un des nôtres. Alors les 3 sont descendus jusqu'à moi. « Comment qu'on fait ?» a demandé l'un d'eux. Moi j'ai réfléchi très fort et j'ai dit « On laisse là. Ce mec a fait une mauvaise chute, c'est tout. Et c'est pas étonnant avec l'obscurité qui règne. » Ouais, qu'a dit mon pote. T'as raison. Bien joué, bien vu. Et puis, les gars allaient repartir comme si de rien n'était. Mais j'en ai retenu un par le bras et je leur ai montré le tunnel. Ni une ni deux, on y est entré. La curiosité étreignait nos cœurs. On oubliait presque le meurtre qui venait d'avoir lieu. Le tunnel était étroit et bas de plafond, mais il allait en s'élargissant et en descendant toujours plus profondément dans la croûte terrestre. Combien de temps nous avons marché? Impossible à dire, si ce n'est que nous avions mal aux genoux. Le tunnel serpentait en de sinueux couloirs. Parfois il fallait franchir des crevasses, et la curiosité nous portait toujours plus loin. Elle annihilait la peur, la claustrophobie, bref, tout ce qui aurait pu nous freiner. On est arrivé dans une caverne avec de l'eau et des stalactites. On a nagé pour arriver de l'autre côté, sur l'autre rive. L'eau était gelée,
Le tunnel continuait et on s'est enfoncé des heures durant, sans se soucier de rien. Et puis, on a entendu des voix. Pas des voix articulées, plutôt des bruits gutturaux. On aurait dit des batraciens. Nous avons éteint nos lampes car le bout du tunnel était éclairé. On s'est approché à pas feutrés, lentement, mètre après mètre. Puis on a continué en rampant jusqu'au bord d'un précipice. Une échelle permettait d'accéder à une grande salle 10 ou 15 mètres en contrebas. On s'est penché un peu plus, et c'est là qu'on les a vus. Une horde d'hommes répugnants qui festoyaient en je ne sais quel honneur. Étaient-ce seulement des hommes, encore une fois? On est resté là, à les observer longtemps, fascinés par ce spectacle surnaturel et odieux. Qui étaient-ils, ces êtres répugnants? Que voulaient-ils? L'un des gars a tapé sur mon épaule pour que je décroche. Fallait pas rester. On est reparti donc sans rien dire de tout le chemin. Mais au fond de nous, on savait qu'on reviendrait plus nombreux, qu'on leur ferait la peau. Et dans un accès de lucidité, tandis que j'échafaudais un plan pour se débarrasser de ceux qui vivent sous terre, j'ai compris que nous étions en passe de devenir, nous aussi, des êtres répugnants. On est sorti de la caverne en silence, tout abasourdi. Je fermais la marche et me retournais de temps à autre pour vérifier qu'aucune créature ne nous suivait. Au vu de leur nombre, il nous fallait des renforts. Peut-être que tout notre village ne suffirait pas. Allez savoir combien ils étaient et à quelle profondeur s'enfonçait la galerie souterraine. Je ne sais pas vous, mais mon imaginaire me laissait à penser qu'il y avait toute une ville d'hommes répugnants là-dessous. Quand on est arrivé au bout du tunnel, c'est-à-dire dans la cave de Doumerc, j'ai dit aux autres « On devrait condamner l'entrée ». Ils m'ont tous regardé avec cet air indescriptible, un mélange d'approbation et de frustration. Car ils savaient que j'avais raison, qu'il fallait nous couper du monde souterrain. Mais condamner l'entrée et garder le secret, cela revenait à tolérer l'existence de ces créatures. Je n'ai jusque-là décrit qu'un homme répugnant, mais ceux que nous avons vus en bas étaient bien plus incommodants. Ils étaient à un stade avancé de transformation, désormais plus proche du batracien que de l'homme. Et pourtant, ces créatures marchaient sur deux jambes, usées de leurs pouces opposables, et comme nous, ils communiquaient entre eux. Ces humanoïdes étaient une aberration. Ils chamboulaient toutes nos croyances, à commencer par croire que nous étions la seule intelligence humanoïde sur cette terre. Il faut construire un mur solide, ai-je ajouté. Je peux aller voir le maçon pour ça, il nous aidera. Leur manque d'entrain en disait long. « Il y avait sûrement déjà un mur avant, » a dit l'un d'eux. « Et regarde ce qu'ils ont fait, ils l'ont abattu, ils ont probablement emporté le vieux d'ailleurs. » « Non, on n'en sait rien, ai-je dit. J'avais envie de défendre mon idée, non pas que c'était la meilleure, c'était simplement ce que tout homme bon aurait fait. J'avais peur de la bête sombre qui sommeille en moi et en tout homme. « Faut qu'on laisse le mur en l'état, » a dit un autre. J'ai réfléchi, et puis je les ai mis en garde. Vous savez ce que ça implique. Si on laisse le mur en l'état, il va falloir revenir et surveiller l'entrée. Personne n'osait dire ce qu'on pensait tout bas, ni eux ni moi. Mais l'un d'entre eux, le plus candide de tous, a finalement mis un terme à ce dialogue absurde. « Mais tu sais bien qu'on va revenir avec des armes. Et ce sera pas pour monter la garde. » Il avait raison. L'homme, c'est l'homme. Il tue, c'est dans sa nature. La simple vue de ces créatures avait suffi à réveiller chez nous autres les assassins naturels que nous sommes. Et à vrai dire, je me sentais mieux. L'honnêteté intellectuelle, c'est la clé du bien-être. Vous avez raison, ai-je dit. Faut qu'on les abatte. Ouais, a dit l'un. On doit bien ça à Doumerc. Nous sommes donc allés au bar. À nous voir entrer, tous les habitués qui étaient là se sont tus. Ils savaient que nous avions quelque chose d'important à dire. On leur a tout raconté. Et à ma grande surprise, ils nous ont cru sur parole. Ils avaient dû voir que nous ne mentions pas. « Il faut avertir le maire. »
a dit le gérant du bar. Il saura quoi faire. Il y eut un silence général, puis un homme se mit à rire dans le fond de la salle. C'était un rire nerveux. « Écoutez, ai-je dit, nous avons déjà eu cette conversation, nous autres. On sait ce qu'on doit faire. » Je regardais à présent le barman droit dans les yeux. Il a cligné de l'œil légèrement, sa poitrine s'est gonflée et sa mâchoire s'est contractée de façon très légère. « Ils ont tué Doumerc !» a dit mon pote. Il y eut un vent d'indignation dans la salle. Chacun chuchota avec son voisin, jusqu'à ce qu'un bruit sourd retentisse. Je me tournai vers le comptoir et vis le fusil qui était posé dessus. Le gérant me retournait à présent le regard inquisiteur que je lui avais lancé quelques secondes plus tôt. Je soupirai, résigné à l'idée de laisser mes vils instincts mener tout un groupe d'hommes à la guerre. Et pour la première fois de ma vie, j'eus la réponse à ma question concernant la nature humaine. Je veux dire, je m'étais toujours demandé pourquoi l'histoire de l'humanité n'avait été qu'une longue série de guerres, toutes plus atroces les unes que les autres. Je savais pourquoi désormais. Parce qu'il nous en faut très peu pour partir à la guerre. Encore que là, j'avais l'impression d'avoir une bonne raison. On a toujours l'impression d'avoir une bonne raison avant de partir à la guerre. Jusqu'à ce qu'on la fasse. Nous voilà devant l'entrée du tunnel, 12 hommes en armes. Nous n'avions que 3 fusils de chasse vieux d'un demi-siècle et quelques munitions. Les autres avaient pris ce qu'ils avaient trouvé dans leur cuisine ou leur grange. Une fourche par-ci, des hachoirs par-là, des pioches. Et pour ma part, je tenais une petite hache complètement rouillée. Nous portions tous des gants épais car j'avais constaté à quel point les parois de la grotte pouvaient être saillantes. Je passais en éclaireur et menais le groupe jusqu'à la salle basse. Tous les 500 mètres environ, je me retournais pour vérifier que tout le monde suivait et je les mettais en garde contre les crevasses. C'était moi qui les avais enrôlés et je me sentais un peu responsable de leur sort désormais. Nous sommes arrivés enfin au bord de l'étang souterrain. « Il faut passer sur l'autre rive. Passons par là. » J'indiquai un endroit peu profond où nous pourrions passer sans mouiller les armes à feu. Il fallait nous voir de l'eau jusqu'à la ceinture et les bras en l'air. D'une main, je soutenais ma hache, de l'autre la lampe torche qui fendait l'obscurité. En balayant la salle, quelque chose a attiré mon attention sur le rivage d'en face. Et en m'approchant, je constatai que c'était une paire de lunettes. Je m'en saisis et la montrai aux autres. « C'est les lunettes de Doumerc », a dit le gérant du bar. Nous avons continué à pied pendant une bonne heure. « À partir d'ici, il faut ramper », que j'ai chuchoté. La caverne était étonnamment silencieuse. C'était à cet endroit que j'avais entendu les voix pour la première fois. Mais là, tout était calme. Pourtant, j'apercevais les reflets d'un feu en contrebas. Nous nous sommes approchés lentement jusqu'au bord. En bas se trouvait l'immense caverne, et un feu brûlait en son centre. « C'est là que tu les as vus ?» a demandé le barman. « Oui, je dis. Ils ont dû s'enfoncer plus profondément dans la galerie. Faut continuer. » Nous avons descendu l'échelle de corde qui se trouvait là. En bas de l'échelle, je balayais le sol avec ma lampe. Le terrain était visqueux. En quelques endroits, on pouvait voir des flaques. Et en me rapprochant de l'une d'elles, je constatais que ce n'était pas de l'eau. C'était plus solide que liquide. Je mis en garde les autres et nous nous remîmes en marche. Nous commencions à fatiguer. La galerie souterraine semblait infinie, mais c'était notre progression qui était lente et infinie. L'obscurité ambiante nous empêchait d'avancer plus vite. Vint un moment où j'ai pris peur. Et si nous ne pouvions retrouver le chemin du retour, pensais-je. Alors vous pensez quel réconfort je ressentis à la vue d'une faible lueur au loin. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la lumière d'un feu qu'on aurait allumé. C'était une lumière plus tamisée, aux reflets verts. Je me retournai vers les autres pour éveiller leur attention. Nous nous sommes approchés le plus lentement possible. Le chemin partait sur la gauche. Les lueurs vertes venaient de là. Et les bruits aussi, surnaturels, paranormaux. Comment les décrire? Des cris de bêtes sans doute. J'ai passé la tête dans le couloir, puis je me suis ravisé immédiatement. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'en eus le souffle coupé. J'ai repris mon souffle et j'ai dit
Il y en a plein. 30 ou 40 peut-être. Il faut partir. Ils sont beaucoup trop nombreux. Soudain, des cris terribles parcoururent la caverne et se propagèrent par écho dans toutes les directions. Les cris allaient en s'intensifiant. Je repassai la tête et m'écriai « Courez, ils arrivent !» Ni une ni deux, je pris la fuite, suivi de près par les autres. Mais c'était dangereux de courir ainsi à plein poumon, dans les couloirs sinueux aux parois saillantes et au sol jalonné de trous et de crevasses. « Par ici !» criai-je. « On va les attendre là !» J'indiquai un passage plus étroit. Les parois s'étaient en partie effondrées et de gros blocs rocheux freinaient la progression. Je mis les 3 tireurs en première ligne et les autres légèrement en retrait. Les armes blanches serviraient à protéger les tireurs pendant qu'ils rechargeraient. Heureusement pour nous, 2 des tireurs étaient chasseurs et plutôt adroits. Les cris indiquaient maintenant que la horde était toute proche. Je pouvais sentir la nervosité de mes frères d'armes. J'avais le pouls qui s'emballait et les tempes prêtes à éclater. Je ne savais pas bien ce qui allait surgir du virage d'un moment à l'autre. Je savais simplement que ma vie d'homme n'avait plus aucun sens. Nous étions revenus à l'âge de pierre, quand nos ancêtres devaient survivre à l'hostilité du monde. C'est alors qu'ils ont surgi. Certains à 4 pattes, d'autres sur leurs 2 pieds. La lumière provenait de leur corps. De grandes taches rondes et lumineuses irradiaient de tous côtés, mais je vous assure qu'aucun d'entre nous ne ressentit de fascination pour ce phénomène biologique. La horde s'élança sur nous. Synchronisés par un même instinct de survie, les 3 tireurs envoyèrent une première salve qui abattit 3 créatures. Puis vinrent les corps à corps. À partir de là, je n'ai aucun souvenir précis, si ce n'est qu'il n'y eut qu'un seul autre tir qui passa à quelques centimètres de ma tête. Pour ma part, j'ai peut-être tué 2 ou 3 de ces humanoïdes, mais j'ai surtout reculé avant de prendre la fuite avec 2 d'entre nous. 2 amis m'ont suivi. Nous étions jeunes, sveltes et probablement les plus à même de s'en sortir, encore que ma lampe s'est mise à grésiller. Nous ne voyons plus que par intermittence. Seul réconfort est les cris qui allaient en diminuant au fur et à mesure que nous nous éloignions. De toute évidence, la horde ne nous avait pas pris en chasse. Sans doute était-elle occupée à dévorer les camarades restés au front. Ce n'est que quand on est sur le champ de bataille qu'on comprend que la guerre est une erreur. Nous sommes arrivés à la grande salle, le feu n'éclairait pratiquement plus. Essoufflé, j'ai saisi une torche. Ma lampe allait s'éteindre d'une seconde à l'autre. Mes 2 amis sont arrivés juste derrière. Je me suis retourné vers eux, et l'un d'eux a trébuché contre un rocher. Il s'est étalé de tout son long dans une des flaques. Avec l'autre, on n'osait pas le toucher. Il s'est cependant relevé. Il en avait partout sur le torse, les bras et le visage. « Ça va, ce n'est rien » qu'il a dit. « Vite, faut repartir, faut pas rester là !» Ils sont repartis tous les 2 en courant malgré l'obscurité et l'essoufflement. Je suis resté quelques secondes devant la grande flaque dans laquelle était tombé mon ami. J'y ai mis le feu avec la torche, et la flamme s'est propagée autour en suivant les résidus visqueux. La pièce s'est éclairée instantanément. J'ai alors entendu des cris et j'ai repris ma course folle. Je suis arrivé au bord de l'étang. Mon ami essayait d'enlever la substance visqueuse avec de l'eau. Il frottait énergiquement, mais il ne réussit qu'à enlever 1 ou 2 lambeaux. « Faut continuer » que j'ai dit en prenant les devants. Enfin arrivé dans la cave de Doumerc, j'ai commencé à condamner l'entrée avec tout ce qui se présentait à moi. « Attends » a dit l'un d'eux. « Faut laisser le tunnel ouvert. Au cas où l'un des gars se serait échappé. » Mais j'ai continué à empiler des chaises et du mobilier devant l'entrée. Ils ont fini par se joindre à moi et on a vite oublié les camarades au front. Après ça, tout s'est accéléré. Nous sommes allés trouver le maire. Il était oisif, comme à son habitude, mais notre état lamentable et la matière visqueuse qui recouvrait mon ami ont suffi à l'activer. Il a pris le téléphone et appelé la gendarmerie. 10 minutes plus tard, une voiture est arrivée et les gendarmes ont pris nos déclarations. Ils ont demandé à mon ami de rester dans un coin de la salle et nous ont invités à sortir. Après quoi, ils ont appelé des renforts, dont la police scientifique. Plus que notre récit et l'affrontement qui avait eu lieu, déjà convaincant, c'est l'état de mon ami qui les préoccupa. Il ne parlait plus, il dégoulinait de sueur. De toute évidence, il avait de la fièvre. « Nous allons mettre votre ami en quarantaine », m'a dit l'un des gendarmes. « Nous vous tiendrons au courant. » Mais je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis.
Des hommes en uniforme blanc, portant masque et gants, l'ont emmené je ne sais où. Une équipe a été envoyée sur les lieux pour vérifier les faits. Les types avaient des fusils d'assaut, des casques et une armure noire. Un cordon nous empêchait d'approcher de la maison de Doumerc. Avec mon ami, on a attendu. Quand l'équipe est revenue de son expédition, une certaine agitation a gagné toutes les autorités. Quelqu'un est venu nous voir pour nous dire de faire nos bagages. On nous a expliqué que tout le village allait être évacué. J'ai insisté pour avoir des nouvelles de mon ami, mais on m'a simplement dit qu'il avait été déplacé dans un centre de soins intensifs. On ne m'a donné aucune adresse pour lui rendre visite. On ne m'a donné aucune explication sur son état de santé. Je logeais désormais dans le village voisin, dans des tentes de fortune qui avaient été montées et aménagées. Dans la nuit, je pouvais entendre les hélicoptères survoler les lieux. Il y avait une église pas très loin. Je suis alors monté tout en haut du clocher, avec une paire de jumelles. Mon pote et moi, on devait savoir ce qui se passait. Et de là-haut, je pus apercevoir des fourgons blindés. L'armée semblait avoir pris le contrôle du terrain. 1 heure plus tard, j'ai entendu des échos au loin, comme des tirs étouffés. La curiosité devenait insoutenable, alors on a décidé d'aller voir. Mais on s'est fait repérer très vite, et on a manqué de se faire tirer dessus. La tension était palpable, les militaires étaient sur les dents. On nous a interrogés pour nous relâcher dans la foulée. Mais dans l'attente de notre interrogatoire, j'ai néanmoins pu voler une radio. On nous a ensuite ramenés chez nous. Ce que j'ai entendu sur le canal radio m'a tenu en haleine toute la nuit, jusqu'au petit matin. J'ai d'abord entendu la suite des opérations, c'est-à-dire les ordres pour lancer l'assaut contre la horde, le déroulement de l'affrontement, et le dénouement. Le lendemain, les journalistes étaient là. Des photos avaient fuité. À la télé, chacun pouvait découvrir des images de corps hideux étalés les uns à côté des autres. Aucun journal ne parla de génocide, et tous saluèrent le professionnalisme du corps militaire. On m'annonça 1 semaine plus tard que mon ami hospitalisé était décédé des suites d'un arrêt cardiaque. On m'expliqua qu'il avait eu une défaillance cardiaque et que le choc émotionnel dû à la rencontre avec la horde avait sans doute causé des complications. Je n'en crus pas un mot. Mon ami avait toujours eu une excellente santé. Je suis allé à son enterrement. Je n'osais pas regarder les parents, même si je savais qu'ils n'avaient jamais vraiment voulu leur fils et qu'au fond, ils devaient s'en foutre un peu. C'était le 7e enfant de la famille et ils n'avaient jamais eu pour lui la moindre affection. Du moins n'étaient-ils pas démonstratifs ce jour-là. Leurs visages impassibles me confortaient dans l'idée. J'ai discuté avec d'autres de sa mort, personne n'y croyait. J'essayais de faire le deuil, mais rien n'y faisait. Je devais savoir ce qui était arrivé à mon ami. J'ai d'abord décidé de piller sa tombe. Un soir, je me suis donc rendu au cimetière, j'ai creusé sans relâche et fini par ouvrir le cercueil. Il n'y avait aucun cadavre à l'intérieur. Le cercueil était complètement vide. Je suis allé voir les parents. J'hésitais à leur annoncer tout de go que j'avais pillé la tombe de leur fils, mais voyant qu'ils ne témoignaient aucune tristesse, j'ai fini par leur dire. Ils n'étaient pas surpris qu'il n'y avait aucun corps dans la tombe. Le silence s'est mué en malaise, puis le père s'est emporté. « Comment osez-vous ? Comment avez-vous osé ?» De toute évidence, il cachait quelque chose. Dans les jours suivants, il y eut une rupture de stock au tabac presse. Tous les journaux avaient été pris d'assaut. Je me suis rendu sur la grande place et je suis allé lire par-dessus l'épaule d'un vieillard qui s'était levé tôt et qui avait réussi à avoir un journal. En photo, on pouvait voir les corps étendus de ceux qui vivent sous terre, la police scientifique autour et tout le reste. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était la mention de bas de page. À en croire le journaliste, une analyse en laboratoire était en cours. Toutes sortes de rumeurs étaient nées depuis ce jour funeste, et beaucoup avaient évoqué une attaque extraterrestre. Mais la vérité avait fini par éclater au grand jour quelque temps après. Ceux qui vivaient sous terre étaient bien des hommes, tous contaminés par un virus jusque-là inconnu, probablement transmis à l'homme par des amphibiens de la famille des Illidae. Il ne restait plus qu'un seul spécimen encore en vie, toujours porteur du virus. Et ce spécimen n'était autre que mon ami.